RCN. Le son de la différence. Réussite éducative sur RCN, animé par le clown Chamallow et David Richard. Bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs, et oui, nous sommes de retour et on enchaîne 2 semaines d'affilée réussite éducative, c'est un miracle, on n'y croyait plus. Ça va David ? Ça va bien. 2 semaines d'affilée ? 2 semaines d'affilée. Bon, en même temps, on peut le dire, c'est un peu truqué, parce qu'on enregistre les 2 d'affilée, voilà, l'une derrière l'autre, c'est pour ça que j'ai réussi à te garder, j'avais fermé à clé les studios. Donc des réussites éducatives. Vous retrouvez bien sûr tout en podcast, celle de la semaine dernière qui était vraiment géniale, qu'on a enregistré il y a 5 minutes. Il y a 5 minutes, puisqu'on l'a dit, autant continuer de le dire. Et les vies associatives, très importantes, les dernières sont toutes importantes, mais les dernières parce qu'elles parlent d'événements, d'actualités, de manifestations qui arrivent ou qui ont lieu en ce moment même. Donc n'hésitez pas à retrouver tout ça en podcast. Merci à Jean-Luc à la technique, donc une émission réussite éducative aujourd'hui. J'en bafouille tout simplement parce que juste avant de prendre l'antenne, David, tu me disais c'est la dernière, et juste à la seconde où on prenait l'antenne, je te disais mais t'es sûr tu veux pas revenir dans 15 jours. Donc on n'en sait rien. Suspense total. Donc chers auditeurs, c'est peut-être la dernière de la saison, mais peut-être pas. En tout cas, moi je vous retrouverai la semaine prochaine pour un direct vie associative. Et peut-être pas. Et peut-être réussite éducative. En tout cas, c'est sûr que je vous retrouve la semaine prochaine. Il y aura plein d'infos d'ailleurs, chers auditeurs, parce que, comme on vient de le dire, cette émission était en boîte, a été enregistrée une semaine à l'avance. Du coup, là, je suis obligé de le dire parce que sinon, vous n'allez pas comprendre pourquoi je vous donne pas des infos sur le spectacle à la MJC, le spectacle de fin d'année de l'association Les Petites Grandes Âmes, ni sur la dernière rencontre avec les clubs services affiliés au Rotary Club, Zonta, Sœur Optimiste, Kiwanis, etc., etc., etc. C'est pour ça que tout ça, je vous en parlerai la semaine prochaine. Je vous redonnerai des infos sur l'action qui viendra au mois de septembre au profit de France Victime 54, etc., etc., etc. Je vous ferai un petit compte rendu du spectacle au cours duquel vous êtes peut-être venus, chers auditeurs, j'espère, très nombreux. La salle de la MJC Bourgard est très grande, donc ça se trouve c'était plein. Merci. Tout ça, on fera un petit bilan. Le seul truc que je peux annoncer par rapport à la date de diffusion de cette émission, tu vois, comme quoi je vais être rapide, David, c'est ne ratez pas la fête des associations de vente d'œuvres le 2 juillet, où vous retrouverez votre serviteur en clown, bien sûr, et contrairement à aujourd'hui, puisque nous filmons l'émission, mais David m'a pris par surprise, je n'ai même pas ma cravate, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller à la rencontre de toutes les associations, la plupart que l'on reçoit ici dans les studios de RCN, donc c'est au parc Richard Pouille le 2 juillet, dimanche 2 juillet. Voilà, merci. À toi David. Je me faisais la réflexion que, vu comme t'es habillé, pour les gens qui voient la vidéo, heureusement que t'as pas de cravate en fait. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça serait pas terrible, tu vois? Non, ça ira pas du tout. Ça va pas. Non, ça va pas. Non, ça va pas. Donc c'est très bien que tu ne l'aies pas. Merci David. Aujourd'hui, on a pas mal de monde autour de la table. Une fois de plus, je vais juste faire un petit rappel sur ce que j'avais annoncé la semaine dernière à propos du déménagement de la médiathèque du Haut-du-Lièvre qui rejoint ses locaux au Tamaris. Donc le mercredi 28 juin à 13h30, il y aura un rendez-vous devant la Tour des Énergies pour les personnes qui veulent participer à une chaîne humaine de 300 mètres de long pour déplacer les livres d'un bâtiment à l'autre. L'événement va être assez festif, il y a une batougada qui est prévue, il y a des gens sur des échasses, ça va être animé et tout, donc n'hésitez pas à venir. Et puis un événement, ça bouge en bas de chez toi au même moment, la cuisine ouverte du Haut-du-Lièvre, donc à peu près au même endroit. Donc voilà, tout ça va être sûrement assez sympathique. Mais aujourd'hui, on a des sujets qui ont strictement aucun rapport avec tout ça. On reçoit, on va peut-être faire un tour de table, c'est peut-être aussi bien. On va commencer par ici. On va demander aux personnes présentes de nous expliquer qui elles sont. Je m'appelle Emma, j'ai 13 ans et j'aime beaucoup les animaux. Portrait nickel, rapide, sobre. Bonjour Emma. Bonjour Angélique, la maman d'Emma. Merci. Continuons. Je continue, donc Claire, et je suis là pour la chronique. Aujourd'hui, c'est un brin de Cosette. Eh oui, on commence à s'habituer, à bien s'habituer à faire ces chroniques. Oui. Et pour terminer... Frédéric Paris, référent aux gens du voyage pour la mairie de Maxéville. Merci de m'accueillir. Et on avait reçu il y a quelques mois maintenant Dawson et Preston, qui sont 2 jeunes qui étaient sur l'aire Manitas, sur Maxéville, où donc tu officies, qui devaient être présents aujourd'hui, manifestement, oui, c'est pas le bon mot, mais qui ne sont pas là aujourd'hui. A priori, ils ont eu des petites difficultés, on les salue, on espère que ça ira mieux rapidement. On va commencer justement sur cette question des gens du voyage, parce que leur intervention avait été super intéressante. Ils avaient eu un discours qui était à la fois
très construit, cultivé, avec du recul et aussi militant. Et nous, on se posait la question, et c'était le sujet aujourd'hui, c'est-à-dire, voilà, toi, Frédéric, tu travailles sur l'Air Manitas, tu travailles donc pour la mairie de Maxéville. Qu'est-ce que finalement les politiques publiques, les pouvoirs publics mettent en place et comment ça fonctionne en fait? Parce que c'est assez mystérieux vu de l'extérieur. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'occasion de passer dans le secteur, qui voient cette aire, mais qui n'ont pas la moindre idée de comment c'est géré, qui s'en occupe, il s'y passe des choses, est-ce que c'est juste un lieu où on vient dormir, est-ce qu'il y a d'autres événements, est-ce qu'il y a des animations? Je te laisse nous expliquer un petit peu tout ça. Pour rentrer déjà dans l'explication, gens du voyage, c'est l'appellation qu'a utilisée l'administration française à partir de 1969 pour définir les populations qu'elle qualifiait de nomades, mais qui étaient néanmoins françaises et qui évoluaient sur son territoire. Excusez-moi. Voilà, population nomade française, mais qui évolue sur le territoire. C'est pas une injonction de l'État, hein, c'est simplement il y a un film qui sort à l'époque qui s'appelle Les gens du voyage, et l'État va s'inspirer de ce titre de film pour trouver une dénomination administrative pour cette population-là. Ça, c'est en 1969. Il y a des étapes assez intéressantes comme ça dans l'histoire des gens du voyage français. 1969, donc cette appellation qui arrive et qui vient effacer d'autres, nomades, tziganes, Michel, ensuite, 2012, fin du carnet anthropométrique, parce que les gens du voyage ne bénéficient pas de papiers d'identité identiques aux nôtres. Jusqu'en 2012, voilà, il y a eu un voyageur qui a porté plainte au Conseil constitutionnel en disant que c'était un peu discriminatoire, vu que ça datait quand même d'un peu avant Vichy, même bien avant. Et donc, à partir de 2012, les gens du voyage ont eu la possibilité d'avoir de véritables papiers d'identité identiques. Mais avant, il y a eu une loi qui est passée en 2000, la loi Besson, je crois, si je ne dis pas de bêtises, parce que bon, je passe pas forcément, je passe beaucoup de temps sous le terrain et pas forcément dans les livres de loi, qui impose aux communes de 5000 habitants, minimum de 5000 habitants, de disposer d'un aire d'accueil de gens du voyage. Alors évidemment, une ville de 5000 habitants, elle va faire un aire d'accueil de 4-5 emplacements pour pouvoir recevoir... Ici, sur la métropole du Grand Nancy, c'est la métropole qui a cette compétence. Une estimation faite de la population des gens du voyage qu'il y avait dessus a fait qu'on a créé un des aires d'accueil les plus grands du nord-est de la France. 60 emplacements qui peuvent accueillir chacun entre 2 et 3 caravanes. Ça fait ça peut faire beaucoup de monde. C'est entré dans le texte de loi. Et malheureusement, parce que c'est pas si simple que ça d'installer des aires d'accueil des gens du voyage, on est qu'à peu près 50% des places qui devraient être construites à l'échelle nationale, quoi. Quand moi j'ai commencé à travailler il y a 10 ans, on était à 42%. Voilà, mais après, comprenez la difficulté, hein. On est tous maires. Si c'est une petite communauté de communes, ça peut très vite être problématique. On est là, on est plusieurs maires, on va le mettre près de chez toi. Ah non, nous, avec les inondations, on a toute la partie qui est dévastée. Bon, on va le mettre près de chez vous. Ah ouais, nous, on a déjà la déchetterie. Et vous, là-bas, ah bah non, nous, on a... Ça peut prendre du temps. En théorie, le préfet substitue au maire et lance les travaux. Bon, c'est pas quelque chose qui se fait souvent parce que la diplomatie entre les différents organismes collectifs de l'État, ça fonctionne pas comme ça. Mais bon, ça avance doucement, quoi. Bon, toujours est-il que nous, sur notre territoire à Maxéville, on a 7 aires d'accueil, 60 emplacements, donc potentiellement, des fois, une population qui peut varier entre 120 et 250 personnes. Et bien sûr, on a une mission dessus, une mission qui est portée à la fois par la métropole et puis aussi par la commune de Maxéville, et aussi avec quelques associations, bien sûr. On a besoin de partenaires locaux. Je citerai le premier, Amitié de Tziganes, qui existe depuis 50 ans et qui travaille... qui est une association militante et qui travaille très bien avec les gens du voyage. Nous, par contre, nous sommes une collectivité. On ne peut pas être militants. Et nous avons des critères qui sont en rapport avec le respect de la loi et on travaille dans ce cadre-là, quoi. Le schéma départemental, il y a un schéma départemental qui gère et qui organise l'installation des différents aires d'accueil. Leur évolution, là, mettons sur Manitas, il y a des travaux qui sont faits.
Mais il y a aussi il n'y a pas d'harmonie entre les aires d'accueil dans le sens où ils ne sont pas tous gérés par des mêmes organismes. Ils ne fonctionnent pas tous de la même manière et ils n'ont pas tous la même politique tarifaire. Donc sur Humanitas, il y a quand même certaines mesures que je trouve assez exemplaires. Déjà, il y a une politique tarifaire qui est pas excessive. On est sur à peu près moins de 3,50 € l'emplacement à la journée. Mais surtout, à l'entrée de l'hiver, il va tomber à 2 € du 1er novembre jusqu'au 1er mars. Parce que ça a un impact, l'hiver a un impact sur la consommation d'électricité et de gaz. De même manière, il y a pour les plus de 65 ans un tarif à l'année qui est de 2,20 €. Alors, on ne fonctionne plus en marche forcée sur l'électricité, mais pendant un moment c'était comme ça. Mais en fait, il y a une politique tarifaire sociale sur l'aire d'accueil qui est un des ingrédients de la raison pour laquelle il est souvent très occupé. À plus de 80% d'occupation quasiment presque toute l'année. Là-dessus aussi vient s'ajouter le travail de la ville de Maxéville, notamment avec l'action du référent aux gens du voyage, qui va coordonner toute une série d'actions qui ont pour but d'animer les vacances, de faire intervenir les différents acteurs du secteur. Donc là, je sors d'une séance de théâtre avec la MJC de Maxéville. On est sur une construction de bibliothèque en plein air avec Amitié Tzigane. Il y a la PMI qui intervient aussi depuis plus d'1 an sur l'air. Mes collègues de la petite enfance avec le LAP, le lieu accueil enfants-parents. Et voilà, plus le club d'échecs, plus toutes les petites aventures qu'on peut avoir, notamment avec la radio. Et durant les vacances, et toutes les actions où on arrive à pouvoir participer. Là, on avait prévu de venir à la fête des jardins, au déménagement, mais ça va être compliqué parce que sur l'herbe, il y a beaucoup de départs. Donc voilà, après il y a des enfants qui sont arrivés, mais justement comme il y a eu beaucoup de temps où l'air a conservé des places disponibles pour une première fois cette année, peut-être à cause de la date de fermeture, qui avant elle intervenait fin juillet, maintenant elle arrive début juillet, donc les gens s'en vont plus tôt. Et la population se renouvelle, ce qui fait que là j'ai des voyageurs que j'ai jamais vus de ma vie. Donc ma pensée pour commencer à travailler avec, il va falloir un petit peu s'apprivoiser les uns les autres, quoi. Mais ça, c'est vachement intéressant. Ça redonne aussi l'air rejoue de nouveau son rôle en termes d'accueil de gens de passage, parce qu'on a beaucoup de gens qui sont quasiment là à l'année. Les seniors, ils vont rester là toute l'année, parce que ça coûte cher maintenant de voyager. C'est fatigant aussi. Conduire une caravane à 30 000 € sur 300-400 km, ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de fatigue. Donc se déplacer, c'est compliqué. Puis tout le monde n'a pas le mode de vie, le train de vie pour pouvoir partir tous les ans en été. Donc voilà, l'air va être fermé début juillet. Il ferme le jour de mon anniversaire. Cadeau. Cadeau. Merci la métropole. Merci. Je ne serai pas pour en congé pour autant. Mais et il va rester vide, quasiment vide jusqu'au mois, même s'il rouvre le 31 juillet, il va rester vide jusqu'au mois, la mi-août, fin août. Et où les gens vont pas revenir s'installer sur l'air au mois d'août alors qu'ils auront dû partir. Certains vont revenir peut-être assez tôt, ceux qui n'ont pas les moyens de partir très loin, ceux qui n'ont pas envie de partir très loin parce qu'ils ont du travail, et puis aussi les anciens qui vont s'éloigner le temps de la fermeture de l'air et revenir probablement assez vite parce que voilà, ils sont plus en capacité des fois de voyager très loin. Ça, c'était quelque chose qui nous avait dit justement qu'on réalisait pas, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont entre guillemets sédentaires, pas forcément par choix, mais pour des raisons de santé, pour des raisons financières, et qu'effectivement, c'est pas, on est un peu loin de l'image d'Épinal, on va dire. De gens qui bougeraient tout le temps, non, parce que l'air, vous avez toute la population senior qui ne doit pas trop s'éloigner des établissements hospitaliers. Vous avez les familles qui jouent le jeu de la scolarité, donc on ne va pas leur dire au bout de 3 mois. En théorie, le règlement dit quoi ? Au bout de 3 mois, tu dois partir. 3 mois, tu dois partir. Évidemment, mais c'est compliqué la scolarité avec les enfants du voyage. Donc, une famille qui joue au jeu, on ne va pas lui demander de partir au bout de 3 mois. De la même manière que quelqu'un qui a une tante ou une nièce qui est hospitalisée sur des séjours longs à l'hôpital, on va pas. Et puis aussi l'activité économique. Si quelqu'un est là, on le voit tous les matins aller au boulot avec son camion, revenir le soir, on ne va pas lui dire non, regarde, il faut que tu t'en ailles. Donc, ces 3 critères-là, plus la politique tarifaire sociale,
plus l'action des associations et de la mairie qui permettent aux enfants de participer à des projets, de se nourrir un petit peu, fait que l'air est souvent occupé et que les gens y restent longtemps. Voilà. J'ai justement un jeune stagiaire à la mairie de Maxéville qui me proposait dans le cadre de son devoir qu'il doit effectuer, de faire un bilan à mi-mandat. Et justement, il m'a contacté pour savoir à mi-mandat ou de monsieur le maire, ça va faire son 2e mandat à mi-mandat, où on en est justement sur la politique. Ce qui est sûr, c'est que j'ai dit que les gens du voyage qui sont sur l'aire d'accueil sont parfaitement en contact avec la mairie. Je ne parle jamais en mon nom, c'est la mairie qui permet d'eux, c'est mes responsables qui permettent d'eux, c'est le maire qui souhaite que. Et il est venu durant le Covid, admettons, amener des masques. Il est passé avec l'élu social, monsieur Romain Miron, et moi-même, et puis sa directrice de cabinet, et un accueil tout à fait cordial, et puis beaucoup de reconnaissance de la part des gens du voyage qui sentent bien que la mairie n'est pas très loin. D'autres organismes aussi travaillent très dur autour des gens du voyage. La métropole ne chôme pas non plus. Mais le maire est reconnu, l'action que la mairie elle porte sur ce territoire, elle est reconnue et voilà. Je suis content parce qu'on a eu, moi, une ouverture. J'avais jamais travaillé avec les enfants de l'air, et là, sur un atelier artistique et d'initiation à l'histoire de l'art, il y a deux petits qui sont venus sur les ateliers. Donc c'était cool de pouvoir bosser ensemble là-dessus pour qu'ils soient là. Et je suis super content parce qu'en fait, ils avaient l'air d'être très contents d'être là, et c'est encore une fois, te connaissant, ayant du coup abordé cette question-là, c'est vrai que je pense que j'ai pas trop de préjugés, mais j'en ai sûrement plein en fait sans le savoir. Immanquablement, j'en ai. Sinon t'aurais été sourd à tout ce que t'as entendu dans toute ta vie sur les gens du voyage. Exactement. Et c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'on les voit en activité. En fait, quelqu'un qui rentre dans la pièce fera pas la différence et ne peut pas visuellement dire alors là on est les enfants là, et eux ils sont un peu curieux en fait, et c'est ça que je trouve chouette en fait, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans un groupe au même titre que tout le monde, avec la même activité, avec la même prise en charge, avec le même, et que ce soit d'ailleurs sur ça ou sur n'importe quelle autre situation stigmatisante, on va dire, quand on arrive à ça, moi je suis toujours content. Déjà, il faut savoir que les 2 enfants là, effectivement, ils sont suivis maintenant parce que les parents les ont inscrits. Ils sont très contents d'aller à ces ateliers-là. Moi, aujourd'hui, ils n'ont pas pu s'y rendre. Ça n'a pas été possible aujourd'hui. Je sais que c'est pas toujours évident, mais justement, ils sont venus quand même. Ils sont très contents d'y aller, mais on sait aussi des enfants dont les parents jouent au jeu de la scolarité. Parce que s'ils ont cette capacité-là, effectivement, les enfants du voyage, ils ont quelque chose de très intéressant, c'est qu'ils connaissent profondément l'ennui, que ce sont des enfants qui vont parfois jouer à la console par dépit, et qui sont souvent prêts à la lâcher, alors que d'autres auraient beaucoup de mal à la lâcher pour venir faire un truc avec des cartons, des bouts de ficelle, voilà. L'interaction humaine, des fois même pour eux, est plus importante, reste très importante, mais vraiment très importante. C'est-à-dire que ils vous lâchent pas, quoi. J'ai envie de dire, cet après-midi, de 2h jusqu'à 5h30, l'atelier menuiserie plus l'atelier théâtre derrière, et j'ai 2 enfants qui sont partis en disant allez, au revoir. Bon, 8 et 9 ans, hein. C'est pas des armoires à glace. Et puis le petit Clayton qui est venu nous rejoindre sur la fin, ils sont très enthousiastes, ils se connaissent l'ennui. Alors par contre, quand il y a une scolarité en pointillé, il y a certains points qui sont difficilement... quand on rentre dans la frustration, dans la colère, ça redescend pas aussi vite qu'un enfant qui est habitué à... Parce qu'il est en collectivité, parce qu'il est dans la cour de l'école, parce qu'il sait que s'il s'énerve, les autres ne joueront plus avec lui, pas parce que les adultes sont toujours là en train de le remettre en place, hein, mais qui va apprendre un peu à gérer sa frustration. Pour certains, ça peut être un peu compliqué. Mais ils sont tellement avides de faire des choses que même un enfant qui n'a jamais mis les pieds à l'école, et les 2 qui étaient avec moi tout à l'heure n'ont quasiment jamais mis les pieds, la mère a essayé de les réinscrire, mais à un moment, quand ils sont trop grands, et que tu n'y arrives plus, t'arrives plus à l'élever, enfin je veux dire, ils sont plus forts que tu, ils sont devenus plus forts qu'elle, quoi. Et donc, c'est très très difficile pour certaines familles de remettre les enfants sur le chemin de l'école parce qu'ils ont lâché. Puis il y a eu ces 2 années Covid où on a autorisé les cours par correspondance à partir de la maternelle. Alors là, les gens du voyage se sont jetés dedans, alors que normalement c'était à partir de la fin de la primaire.
Et donc là, ça a donné une sorte de répit tranquille. Et là, pour certaines familles, c'est très compliqué. Mais les familles qui jouent le jeu, c'est le cas pour Luciano et Clayton, les gamins, pour participer aux ateliers, il faut qu'ils soient scolarisés. Les gamins vont pouvoir en profiter. Mais le sentiment qu'ont les gens du voyage, c'est qu'en fait, pour souvent, pendant très longtemps, on a besoin de personne pour s'occuper de nos enfants. Il y a une énorme fierté, le sentiment de... Aller expliquer à une jeune maman qui vient d'avoir son enfant que maintenant qu'il sait à peine marcher, qu'il a 2 ans et 7 mois, il faut que tu le mettes à l'école. Et donc, en gros, il ne faut plus que tu l'aies avec toi, quoi. C'est compliqué, je le vois, moi, avec ces actions-là, mes collègues là, sur la petite enfance qui essayent de creuser le sillon pour remonter jusqu'à la famille, mais c'est compliqué, quoi. À part le pédiatre, une fois sorti de la maternité, à part le pédiatre, il n'y a pas grand monde qui compte autour de l'enfant, tu vois. La crèche, c'est quelque chose qui n'existe pas chez les gens du voyage. Aller mettre son enfant à la crèche... que les femmes, c'est organisé de manière, c'est l'homme qui va travailler, et elle a suffisamment de temps, suffisamment capable. Donc la crèche n'existe pas. Donc vous avez, pendant que l'enfant est petit, les seuls intervenants, les seuls acteurs mouvants autour de lui, c'est la famille. Et puis, alors moi j'ai beaucoup de chance, parce que ça fait 10 ans que je suis sur Manitas, donc dès que le gamin est grandi et qu'il commence à être autonome et puis qu'il peut venir gambader, je suis le deuxième, quoi. Après la famille, j'arrive en deuxième couche où le gamin vient, et j'ai des enfants que je connais depuis qu'ils ont 3-4 ans. Clayton, depuis 2 ans et demi qu'il est dehors avec ses bottes mises à l'envers, que je l'ai dans les pattes, quoi. Ce qui fait qu'à terme, on a des liens assez forts, des liens de confiance avec les parents et des liens assez forts avec les enfants, parce que le temps le fera malgré tout. Tu auras beau garder de la distance, les petits voyageurs qui viennent te voir et qui te disent « Mais toi, Fred, tu nous connais depuis toujours », leur façon de te dire que tu les connais depuis tout petit et que pour eux, tu as une façon de... tu as une certaine importance. Hein. Mais amener un complément, amener quelque chose en plus, on vous aborde la cellule familiale, comme je prenais l'exemple des ateliers là, sur la petite enfance à la PMI, où on aimerait que les parents participent. Ça reste compliqué parce que c'est encore très patriarcal. La femme doit rester. On a une réunion d'ailleurs demain avec mes collègues de la petite enfance qui ont reçu des informations très intéressantes d'un lab qui a été créé, un lab itinérant qui a été créé à Strasbourg justement pour agir avec les gens du voyage. Et on doit analyser tout ça, puis voir comment on peut s'inspirer, nous, de cette méthode-là, de ce qu'ils ont tiré eux comme enseignement pour pouvoir continuer à approcher les familles et tout, parce que on s'est aperçu quand même qu'il y avait besoin de le faire. Il y a beaucoup de pudeur chez les gens du voyage. Et cette pudeur, elle peut impacter certains épisodes de la vie. Je prends l'exemple que mes collègues m'expliquaient que certaines réactions post-accouchement, certaines jeunes filles n'étaient pas au courant. Donc les mamans ne les avaient pas prévenues. Ils n'avaient pas eu soit l'occasion, soit le courage de parler de ça. Parce que il faut parler de choses très intimes, très spécifiques, qui révèlent d'une sorte de connaissance, un minimum de connaissance de ton organisme, de comment ça fonctionne. Et tout le monde n'est pas forcément toujours très au fait de ça. Surtout que la naissance d'un enfant, ça doit être un des moments dans ta vie où tu as le plus de personnel médical autour de toi, quoi. C'est-à-dire là, tu as la sage-femme, tu as l'infirmière, tu as là, hop, même ta tante, elle a été un peu secouriste, elle est là, elle veut faire partie. Et donc, c'est un moment où, facilement, tu n'accumules pas énormément, peut-être pas forcément énormément d'informations, puisque tu es dans l'émotion, et puis voilà, il vient de se passer un truc important. Et donc, cette transmission, voilà, et comme la tendance, même si elle évolue très doucement, on en parlait avec ma collègue d'amitié de Ségane, d'une Cognon, qui me disait qu'elle a de plus en plus de jeunes filles qui pencheraient sur une formation professionnelle, soit d'être un petit peu indépendante professionnellement, de ne pas être obligée de se marier à 16, 17 ou 18 ans, et d'être dépendante d'un homme. Ça fait que ça inclut de lui faire des enfants. Et ça c'est quelque chose qui commence à évoluer. Mais généralement, les couples se forment assez jeunes. Ouais. Moi, les derniers mariages que j'ai eus sur Manitas, c'est autour de 17 ans, la jeune fille. Le garçon, lui, toujours plus, puisqu'il faut qu'il ait son convoi, qu'il ait le permis, qu'il ait un camion, et qu'il soit déjà en capacité de travailler. Voilà.
un homme enfant, il aura du mal à se marier tant qu'il n'aura pas prouvé tout ça. Mais il peut y avoir des garçons qui sont assez précoces. Mais les couples se forment assez jeunes et les maternités arrivent assez jeunes, quoi. Et donc, cette transmission entre maman très jeune et fille très jeune, des fois, c'est pas aussi simple. Je suis en train de regarder le temps qui passe. Je m'inquiète. C'est dommage parce que c'est super intéressant, mais comme on avait dit, quand on avait reçu les jeunes, on prolonge là, cette fois-ci, on pourra reprendre l'année prochaine sur ce sujet-là, parce que je pense que là, il y a encore plein de trucs à dire. Je sens que t'étais parti, là. Je dirais que ça sort tout seul, quoi. Bah oui, on voit bien que c'est très naturel. On va se faire une petite pause, et puis après, on reprendra la parole du côté de... Ah non, du côté de Claire, pardon, je me suis tourné du mauvais côté pour Rémi, avec un petit merci pour la transition parentalité. Parfait. 17h, 18h, réussite éducative sur RCN. Eh oui, nous voilà de retour. Et David, tu auras remarqué, contrairement à la semaine dernière, mon téléphone est coupé. Oui, ça c'est bien. Et contrairement à plein d'autres fois avant, tu ne mets plus des grands coups sur la table en même temps que tu parles. Ouais, mais parce que voilà, non, j'allais dire un truc, non, mais quand je suis passionné, mais j'étais passionné avant aussi. Ah oui, d'ailleurs, tu t'assagis, c'est bien, tu t'assagis. Pas du tout. Attends, je vais le faire quand même pour embêter Jean-Luc. Non, mais on disait donc hors antenne, je vous le dis aussi à vous, chers auditeurs, on poursuivra cette thématique qu'on vient d'aborder parce que voilà, il y a plein de questions qui se posent, j'en ai plein, et on poursuivra. Je suis sûr que les auditeurs aussi. Parce que j'ai appris plein de trucs là, notamment sur le voyage sédentaire, etc., la complexité, l'organisation aussi des villes et tout ça, tout ce qui est l'infrastructure. Je pense qu'il y a plein de choses à voir, plein de choses qu'on ne sait pas forcément. Qu'on ne sait pas forcément et qui ont été abordés effectivement par Dawson et Preston la dernière fois, sous un autre angle en fait. Donc c'est intéressant d'avoir effectivement des regards différents autour de cette question-là. Super. Et du coup, enchaînons. On devait enchaîner sur notre gauche, mais je crois que tu veux enchaîner sur notre droite. Pour être un peu dans l'échange, vu que là on a été longuement écouté Frédéric qui est passionnant là-dessus, on va peut-être être un peu plus dans l'échange. On va accueillir Emma et Angélique. Alors Emma en particulier, je fais pareil une petite intro très rapide, mais en fait Emma c'est quelqu'un que j'admire énormément. Et je l'admire pour être ici aujourd'hui. On a travaillé ensemble l'année dernière et cette année principalement. Elle a fait un petit peu de groupe radio, mais là c'est une prise de parole qui n'est pas la même que le groupe radio où on va faire du reportage, où on est en groupe. Là elle se retrouve seule, en tout cas avec sa maman, face à un micro pour aborder une thématique qui est pas simple, qui est pas facile, mais voilà, c'est un peu une héroïne du quotidien, comme on a connu Maëlys, Les Yeux, Yara, enfin toutes ces jeunes filles, en l'occurrence, comme on n'a que des filles, qui sont venues un peu nous parler de leur vie. Et toi, Emma, aujourd'hui, avec ta maman, tu vas nous parler un petit peu aussi de ta vie, et je te laisse peut-être expliquer un petit peu, si tu te sens prête, si on y va, ou c'est ta maman qui commence. C'est Angélique qui va commencer alors. Alors aujourd'hui, on est venu parce que Emma, depuis qu'elle est née, elle a un problème de voix. En fait, elle a été diagnostiquée dysphasique TSA. C'est un trouble du langage. Et en fait, il y a 3 ans, elle s'est fait opérer des amygdales végétation, comme son frère et sa sœur. Mais ils n'ont pas fait la même manière d'opération parce qu'elle avait un petit nasotement. Elle parlait du nez. Et en fait, on s'est aperçu avec Laurel, depuis qu'elle s'est fait opérer, c'est encore pire. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de moqueries par rapport aux autres enfants. Alors, des fois, il se moque d'elle. Lui, t'as une voix de canard. Faut savoir qu'elle fait des séances d'orthophoniste déjà pour son trouble du langage. Mais en fait, on a une petite peau dans la gorge, au fond de la gorge. Ça s'appelle une nuette. Et en fait... celle d'Emma est très paresseuse, ça s'appelle aussi le voile du palais, et c'est très paresseux pour Emma. Et en fait, elle doit faire de la rééducation. Et c'est très difficile parce qu'en fait, vu que c'est paresseux, quand elle parle, ça sort du nez en fait. Et c'est très très compliqué pour elle en fait. Qu'est-ce que tu as vécu toi par rapport à ça alors Emma, dans ta scolarité ou dans les relations avec les autres ? J'ai un peu vécu avec, mais à un moment c'était énervant et j'essayais de leur faire comprendre que c'était pas de ma faute. C'est important de le dire comme ça. Alors déjà, cette formulation-là, elle est parfaite parce que c'est exactement ça. Et ta maman dit effectivement qu'il y a eu des moqueries. Jusqu'où ça va, ces moqueries-là ? Il a les filles de mon collège qui sont calmes avec moi. C'est que les garçons qui disent « Ouais, elle a une voix bizarre. C'est bizarre à entendre et tout. » Il y a même d'autres garçons de ma classe qui comprennent ma voix maintenant.
Et on a envie de dire, enfin moi personnellement j'ai envie de dire à tous les gens qui trouveraient que ta voix a un problème, qu'en réalité tu es quelqu'un qui aujourd'hui a le courage, et c'est là que tu es une héroïne vraiment, de présenter devant un micro pour en parler, que tu as participé à un groupe radio, qu'on envisage de continuer de t'accueillir l'année prochaine sur de la radio, parce qu'en fait ce qui est intéressant c'est ce que tu racontes, c'est pas la voix avec laquelle tu le racontes. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ? Oui. Dans un établissement scolaire, quand il se passe ce genre de choses, comment est-ce que toi tu t'en tires de tout ça en fait ? Comment est-ce que tu vis avec tout ça ? Est-ce que du coup tu vas vers les adultes et les adultes ont une action pour essayer de te soutenir, ou tu te débrouilles toute seule, ou comment ça se passe ? Parfois je me débrouille toute seule, ou je vais voir des adultes pour en parler. Et qu'est-ce qui est fait derrière ? Il leur explique que ça se fait pas et tout. Et est-ce que justement les raisons médicales, les raisons physiologiques qui expliquent aussi la voix que tu as, est-ce que ça leur a été expliqué ? Et est-ce que c'est quelque chose qui a été compris ? Non. Et c'est dommage. Je suis en train de me dire, tu vois, je savais pas. Je pose la question sans connaître la réponse, et c'est dommage. Et ça rejoint des thématiques qu'on a déjà abordées un certain nombre de fois. D'accord. Donc du coup, effectivement, il n'y a pas eu d'explication médicale entre guillemets ça serait important que ça ait lieu. Après, au sein de l'institution scolaire, c'est toujours très complexe, parce que il y a les fameux 10 qui sont très variés, différents. Et voilà, dans l'institution scolaire, des élèves présentent des fois ce qu'on appelle des PAP, des PAI, etc. Enfin, des difficultés diverses et variées. Et c'est très complexe au sein du groupe classe aussi, même par rapport à l'enfant, d'entendre l'explication qui va être faite devant l'ensemble du groupe classe en présence. C'est très complexe. Puis il y a les autres dans les couloirs. Alors il faudrait en fait une explication auprès de beaucoup de groupes classe, pour le coup, parce qu'ils se croisent tous à la récré. Alors est-ce que c'est en présence de l'élève qui a telle ou telle difficulté ? Alors c'est complexe. Parfois ils ne veulent pas forcément qu'il y ait ce genre. Alors moi je rejoins totalement David, parce que c'est souvent avec la pédagogie que ça peut atténuer. Mais en même temps, c'est assez complexe à mettre en place finalement, pour que je pense que déjà ce qu'il faudrait, c'est que chacun, mais là c'est un vœu pieux, c'est qu'il y ait déjà cette bienveillance de dire je ne connais pas, je ne sais pas, mais j'accepte l'autre dans tout ce qu'il est. Voilà, moi ça c'est peut-être un peu bisounours, mais ça serait tellement bien, parce que ça éviterait ce que dit David, qui est pour moi fondamental, effectivement, la pédagogie, mais qui est très complexe à mettre en place aussi, à la fois pour arriver à cerner l'ensemble de tous ceux qui vont finalement te croiser toutes les personnes qui ont une difficulté, mais également pour la personne qui a telle ou telle difficulté, entre guillemets, pour accepter ce moment de pédagogie, etc. Mais peut-être effectivement, au moins ceux qui seraient les plus virulents, les recevoir entre quatre yeux, et là, et qui est cette phase de pédagogie pour apprendre à accepter l'autre, là ça serait pas mal. Mais c'est tellement complexe, je vais dire le mot harcèlement, mais il est peut-être un peu fort pour certains cas, mais voilà, on va dire ce mot-là, dans tout son dégradé. C'est très complexe, parce que ceux qui seraient les plus virulents, qu'on va cerner avec un peu de pédagogie, il y a aussi tous les autres. C'est très complexe à partir du collège. Souvent les enfants sont un peu durs, qui vont juste regarder, juste dire, etc. Et c'est très complexe. Mais moi, ce qui m'a surpris hors antenne, là j'ai une petite question, c'est que je pensais que ça démarrait au collège. J'avais eu vent de ça aussi par expérience personnelle aussi, que ça démarrait au collège, où là c'est très dur. Mais vous me disiez hors antenne que dès la primaire, oui, c'est complexe. En fait, le problème, c'est que Emma, quand elle était petite, normalement, les bébés, ils gazouillent et tout ça, mais qu'Emma, étant petite, elle gazouillait pas. Il n'y a pas un son qui sortait de sa bouche. En fait, quand elle voulait quelque chose, elle me montrait avec le doigt. Et moi, je me suis inquiétée. J'en ai parlé à mon médecin traitant, qui m'a envoyé voir un ORL et tout, voir si elle n'était pas sourde. Bon, ça va, côté là, c'est bon. Et c'est vrai qu'elle est arrivée en première année de maternelle. Bon, on a tout de suite su qu'il fallait faire de l'orthophoniste. Et en fait, les autres enfants, on comprend pas ce qu'elle dit. Elle parle chinois, on comprend pas. Et même en primaire. Et là, au mois de juillet, on a rendez-vous avec une généticienne pour en savoir un peu plus pourquoi elle est comme ça. Parce qu'on a rencontré un médecin plasticien, et il a remarqué quelque chose sur le visage d'Emma. Alors, c'est pour ça qu'il nous envoie voir une généticienne. Alors, on en saura un peu plus, savoir
pourquoi elle est comme ça en fait. Et on dit, Emma, en parlant de toi, on dit pourquoi tu es comme ça. Et en attendant, moi, je reviens sur le fait que tu as participé au groupe radio comme tout le monde, tu vois. Tu as même été parmi vous étiez les 2 premières à être présentes. Comment ça s'est passé pour toi, justement, cet exercice de prendre la parole, d'aller s'adresser à des gens qu'on ne connaît pas ? C'était un peu dur, mais quand on était allé faire le vétérinaire, j'étais timide, mais à un moment, j'ai commencé à parler, c'était bien. Et qu'est-ce que tu éprouves de ça ? Est-ce que tu arrives à en avoir une fierté ? Est-ce que ça t'aide finalement à t'accepter toi-même, tu vois ? Est-ce que c'est quelque chose qui te soutient là-dessus ? Oui. Quand tu vas continuer l'année prochaine, ce qui va être intéressant aussi, c'est que pour le coup, tu vas être une des personnes qui connaissent déjà. C'est-à-dire que sans qu'il y ait aucune référence à ta voix, parce que justement c'est pas le sujet, tu vas te retrouver dans la position de la personne qui va pouvoir expliquer aux autres comment ça fonctionne. Est-ce que toi tu te sens prête effectivement à accueillir les gens qui vont arriver en début d'année et à leur dire écoutez, voilà, je vous explique un petit peu comment ça marche ? Oui. Eh ben super. Ça fait plaisir à entendre. Moi je suis admiratif, vraiment. Tu l'as aujourd'hui, etc., etc. C'est une belle leçon que tu envoies à tous ceux qui auraient un regard. Et puis quand vous dites, je ne reprends pas du tout votre formulation, Madame Angélique, loin de moi, hein, mais simplement, ça me fait méditer, et David aussi avait rebondi dessus, c'est quand vous dites, pourquoi elle est comme ça ? Et moi, ça me bouleverse, parce que je t'imagine, toi, à certains moments de ta vie, par rapport à ce à quoi tu es confronté, du regard des autres, et de t'être dit de temps en temps, je suis comme ça. Reprenant ces formules-là, que je ne reprends pas votre formulation, mais ça me bouleverse parce que, en fait, il faut l'enlever, ce ça-là. Je suis comme ça. En fait, tout le monde, chaque personne a tellement une différence, une particularité. Ceux qui se moquent, ils ont aussi un problème de voix, finalement, si on veut philosopher un petit peu, mais ils ont un problème de voix parce que critiquer, se moquer des autres, c'est finalement que leur voix intérieure, pardon pour faire un peu de philosophie, mais elle déraille, quoi. Donc finalement, on est tous contraints à accepter l'autre dans ses différences, etc., etc. Donc finalement, il faut pas que tu te dises à certains moments pourquoi je suis comme ça. Je sais pas, j'aurais du mal là dans l'improvisation à dire, mais à quel point cette phrase, elle me semble forte. Il faut plus prononcer ce ça là. Voilà, et moi je suis admiratif parce que le fait que tu viennes là. Et la thématique de la voix, elle est importante chez nous à la radio, c'est vraiment là, vraiment, je suis admiratif, mais ça veut bien dire que pour toi, ce ça, il est... Non, c'est... Voilà, tu es toi, tu es Emma, comme ça, voilà. Et chacun est tel qu'il est, et voilà. Et aux autres, à mon avis, de se demander pourquoi ils sont comme ça, dans la moquerie, dans la raillerie. C'est aux autres de se poser cette question-là. C'est pas à toi de se poser cette question-là, et merci d'être là aujourd'hui, d'en parler. Et peut-être parmi eux, et même sûrement, il y en a beaucoup qui ne seraient pas capables de faire ce que tu viens de faire et de venir parler à la radio. Bien sûr, ah oui, ça c'est sûr. Après c'est complexe parce que dans certains âges, il y a ce qu'on appelle chez nous les grands, quand nous on est bêtes, quand on est adulte, mais c'est pareil aussi quand on est jeune, on dit des blagues de potache. Donc c'est vrai que c'est complexe parce que c'est un âge aussi où il y a les moqueries sérieuses, des gens qu'il faudrait recadrer au niveau même moral et humain, et puis il y a ceux qui vont être dans la réaction de bêtises comme ça, ou parce qu'ils sont en groupe, ou parce que voilà, ils n'ont pas encore mûri, tout ça. Tout ça c'est très très complexe, et bravo. Moi je suis comme Claire, je suis admiratif. Et finalement le message que tu leur envoies, finalement c'est de l'apprentissage, c'est pour eux, hein. C'est bien. Et le message positif qu'elle envoie aussi, elle ne jette pas la pierre, elle explique son problème, mais elle n'a aucune rancune et rancœur, et ça c'est beau. Merci. Non, c'est chouette. J'ai venu recevoir beaucoup de compliments. Mais on fera une émission, parce que hors antenne on en parlait. Moi j'ai connu ça, c'est d'une douleur extrême. À partir du collège, le petit rejet. J'avais connu ça avec ma grande, tout ça. C'est une douleur extrême, ce qu'on peut vivre au collège. On pourrait faire des dizaines d'émissions là-dessus. C'est quand même une phase de la scolarité. Vous me dites que ça a démarré en primaire, voilà, là vous me l'apprenez. Mais je sais qu'il y a un certain moment où voilà, ils savent être durs les uns avec les autres.
Et c'est pas facile. Et c'est pas facile du coup pour la famille on est tous des éponges par rapport à ce que ressentent nos enfants et tout. Et voilà. En tout cas, c'est aussi bien. C'est pas seulement un message que tu envoies à ceux qui raillent, qui se moquent, tout ça, voilà. Mais c'est aussi pour tous ceux qui écoutent l'émission là, pour qui c'est peut-être difficile aussi, hein, les années collège, pour quelque raison que ce soit. Et donc ça, c'est important, je pense, ton témoignage. Merci. J'avais quand même une petite question, et puis après on passera effectivement à la chronique de Claire. Pour que les choses aillent mieux, pour les gens qui rencontrent les mêmes difficultés que toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce que tu as une idée un petit peu de ce qu'il faudrait faire ? Qu'on fait un groupe où on a vraiment les mêmes problèmes, qu'on en parle et qu'on s'aide entre nous et tout. Ça aussi, c'est super. c'est très intéressant. Sachant que le petit frère est dysphasique aussi, Ouais. mais lui, il n'a pas le problème de voix. Et c'est vrai que des fois, Emma, c'est pas normal, je suis comme ça. J'ai dit, c'est pas de ta faute. Eh oui. Mais j'aime bien ta réaction en fait. Je trouve que c'est intéressant parce que souvent quand on est face à une difficulté, quelle qu'elle soit, même si c'est une difficulté socio-économique, problème d'argent, tout ce qu'on veut, on a besoin de réussir à s'en sortir soi et à se sentir mieux, peut-être même bien. Et j'aime bien quand on arrive à passer à l'étape suivante qui est de dire d'accord, maintenant ça va. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont le même problème que moi ? Et est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose ensemble ? Est-ce qu'on ne peut pas se réunir et être collectivement plus fort finalement ? Et collectivement réussir à expliquer des choses, voire même à défendre peut-être des choses. Et j'aime beaucoup ta réponse là-dessus. Je trouve ça super intéressant. Ouais, vraiment bravo. Ouais, tu m'as... Ouais, non, mais ça nous Non, mais arrive c'est bien. souvent dans les émissions en fait quand on rencontre des gens comme toi. Et on en rencontre plein. Quand je dis comme toi, c'est des gens effectivement qu'on va admirer. On a toujours un petit temps de ouh, tu sais, on se dit waouh, c'est tellement puissant ce que tu fais que voilà, il nous faut un petit temps pour souffler et nous remettre. Et on se retrouvera, si j'ai bien compris. Bah écoute, oui, si toi t'es motivé, Emma, déjà sur le groupe radio l'année prochaine, tu es toujours la bienvenue. Et puis si effectivement tu veux venir intervenir dans les émissions sur différents thèmes, voilà, comme on a pu entendre dans d'autres émissions Emilio parler de jeux vidéo, on a pu entendre Tess Black nous parler de musique, elle le fait assez régulièrement, tu seras la bienvenue, puis on en reparlera. Voilà. Quelles que soient les thématiques, hein, qu'on soit effectivement sur des jeux, sur des trucs, sur la question du harcèlement, sur tout ce que tu veux, sur le milieu scolaire. Voilà. On en reparlera l'année prochaine, enfin la saison prochaine. Et puis Emma, t'as un super prénom. Merci. Voilà. En plus, C'est un fan de Flaubert qui dit ça. J'adore ses prénoms. Et est-ce que tu allais lancer une pause musicale ? Mais non, Parce pas que du sinon tout. j'avais une blague non. de Vas-y, transition fais ta avec blague. Claire. Vas-y. Alors c'est pas vraiment une blague, mais est-ce que tu peux redire, Claire, avant qu'on te donne la parole, est-ce que tu peux redire le titre de ta chronique ? Un brin de Cosette. Voilà. Et ça, je suis sûr que tu l'as choisi pour moi. Pour les Misérables, Victor Hugo, non, c'est ça. Elle le Ah, dit voilà. sur un ton de dire il va encore me sortir ça. Alors je le dis aux auditeurs, hein, son vrai nom c'était bien sûr Euphrasie, hein. C'est Cosette, c'est parce que dans le village on l'appelait la petite chose, hein, Chosette. Mais merci. Et donc on va se taper un brin de Cosette avec Claire. Alors pour un fan de Victor Hugo, se taper un brin de Cosette, voilà, c'est pas évident, hein, mais attention à Cosette quand même. Remets-toi. Ouais. Merci. Allez, Alors, c'est parti on pour vous le la brin de confie. Cosette. Alors, je vous propose aujourd'hui une expérience immersive. Vous allez vous mettre dans la peau d'un tout petit durant quelques secondes. Ik ben makelaar in koffie en woon op de Lauriergracht nummer 37. Alors, à moins que le néerlandais n'ait aucun secret pour vous, vous êtes comme moi. Vous n'avez rien compris aux propos de Sharon Pepperkamp, chercheuse en psycholinguistique. Vous êtes même incapable de situer la césure entre les mots. C'est la situation dans laquelle se trouve un nouveau-né. Pour lui, le langage n'est qu'une musique, un flot continu, une succession de sons. Il ne distingue aucun mot. Il va lui falloir beaucoup de temps, d'efforts pour décrypter cette étrange partition. Bien évidemment, le fœtus entend la musique du langage dans le ventre de sa mère. Et une étude américano-suédoise a révélé que le bébé se familiarise avec les sons de sa langue dès la 30e semaine de grossesse. Il en reconnaît les propriétés globales. C'est d'ailleurs ce qui lui permet de la reconnaître quelques heures seulement après la naissance. Alors, il la repère, oui, mais il ne la comprend pas. Néanmoins, il communique. De la naissance jusqu'à 6-7 mois, c'est la période des vocalisations sous forme de cris, de pleurs, de manière non contrôlée, puis de plus en plus maîtrisée. À 3 mois apparaît déjà le tour de rôle dans la parole. 2-3 mois plus tard, le petit Dom imite les mouvements de la bouche et il imite des sons. Il en émet également par hasard. Cela lui provoque de la joie. Il observe la réaction de l'adulte et crée une interaction.
Puis il recommence pour reproduire ce moment de plaisir partagé. Vers 6-7 mois, les syllabes sont influencées par sa langue. Ce sont les babillages linguistiques. Aux alentours de la première année, il comprend une trentaine de mots et commence à en dire. L'explosion lexicale apparaît vers 2-3 ans. Tout ne fait que commencer. Je vous épargne tous les chiffres qui démontrent la différence du nombre de mots entendus au moment de l'entrée à l'école par un enfant issu d'une famille cultivée et un enfant né dans un milieu pour qui la priorité n'est pas de lire, raconter des histoires ou même parler à ou avec son bambin. Parlons plutôt de cette étude qui date de 2012, qui porte sur des enfants de 7 mois à 3 ans. Betty Hart et Rod Riley, 2 psychologues, ont mis en évidence que 86 à 98% des mots utilisés par les chérubins sont issus du vocabulaire des parents. Parce que les enjeux sont donc immenses, je vous laisse imaginer la responsabilité qui nous incombe, nous, adultes, pour donner toutes les chances aux petits de savoir s'exprimer, de développer et nourrir leur intelligence linguistique. Comment les y aider, allez-vous me rétorquer ? Alors je vous invite déjà à parler le mamanais. C'est ce fameux discours adressé aux nourrissons que l'on retrouve dans toutes les cultures. Cette façon toute particulière d'utiliser une voix plus aiguë, presque chantante, d'allonger les voyelles et d'articuler clairement. De ces échanges en mamanais naissent les prémices du langage. Ce moyen d'expression motive l'enfant à initier ou poursuivre des échanges avec son interlocuteur. En effet, grâce à sa musicalité, l'attention de l'enfant est plus facilement captée. C'est donc un formidable outil de communication. En revanche, vous pouvez bannir tous les bobos, popos, dodo, comme le souligne Nadège Cassol, orthophoniste. Il est important d'échanger en employant un vocabulaire riche et précis qui va remplir son escarcelle pour son entrée à l'école et sa vie future. Je vous donne pour exemple le chien. Une fois que le mot est connu du petit, vous pouvez affiner. Le petit chien est un chiot, puis ce chiot est un labrador. On propose donc au fur et à mesure à l'enfant un niveau au-dessus afin de le faire progresser. Je ne vais pas m'épancher sur le langage familier, vous l'avez compris, il est à exclure aussi. Le bain de langage dont s'imprègne votre apprenti bavard est fondamental. Les chansons, les jeux, jouer avec les mots, verbaliser ce qu'il fait, ce que vous faites, sont autant d'opportunités pour l'accompagner dans l'enrichissement de son vocabulaire. L'histoire du soir est un apport langagier et psycho-affectif. Mais ce n'est pas parce que l'enfant ne parle pas qu'il ne met pas ses compétences en place. À chacun son rythme. Si, tout comme Einstein, votre enfant tarde à s'exprimer, la communication gestuelle peut favoriser l'entrée dans le langage. On l'adopte au stade préverbal. Ainsi, lorsque le bébé sait ce qu'il veut, mais ne peut le dire avec des mots, il le dit avec des gestes, comme toi, Emma. Cela s'avère utile notamment pour l'aider à faire comprendre ses besoins ou ses émotions. On l'abandonne dès que le langage est en place. Au quotidien, l'utilisation du « nous » et de la négation est recommandée par Céline Alvarez. En revanche, pour une demande, un ordre urgent, il est plus opportun d'être bref en utilisant une phrase affirmative ou le mot « stop » par exemple. En effet, si votre phrase est « ne traverse pas », ce que le cerveau traite en premier est le verbe « traverse » et seulement après l'adverbe « pas ». L'enfant a déjà eu le temps de mettre un pied sur la route. Outre ces petites astuces qui peuvent vous aider, nul besoin de méthodes pédagogiques venues d'ailleurs. Le jeune être humain a besoin d'être exposé au langage de manière dynamique, vivante, pour former ses circuits neuronaux, ajoute la pédagogue et linguiste Céline Alvarez. Être en interaction spontané s'avère indispensable pour l'enfant. Surtout être totalement présent. Et oui, vous allez devoir poser vos portables. Mais si d'aventure il venait à vous dire « Tu sais, oh, ils sont très rigolos les manèges », inutile de l'informer qu'il vient de faire un barbarisme. Au contraire, soyez heureux que votre linguiste en herbe ait déjà compris toutes les subtilités de la langue française. Oui, il ne fait que mettre en évidence une exception. Vous pouvez reformuler « Ah, tu veux dire, ils étaient rigolos les manèges ?» Et il a très bien compris que la communication est aussi non-verbale. Il sourit, montre du doigt, fait des grimaces. Comme Laurent Barthes le disait très justement, « Ce que cache mon langage, mon corps le dit. »
Oui, le langage du corps est parfois plus juste que les mots. Mais quoi qu'il en soit, les chansons disent que le monde agonise. Les philosophes perdent quelquefois leur chemise. Mais c'est quand même drôle de les écouter. Ça fait de la musique et puis ça nous distrait. Parler. Les mots c'est comme le bon vin. Parler. Ça fait comme un poids en moins. Parler. Une gomme pour tous les chagrins. Parler. Ça fait du bien d'en parler. quelle joie pour un être humain de posséder une richesse lexicale, cette compétence socle afin d'entrer en relation avec l'autre, exprimer sa pensée, avoir un esprit critique, transmettre un savoir et surtout être un acteur libre et confiant dans le monde d'aujourd'hui. Après ce brin de causette, je vais finir par un bon mot et ce sera celui de Spinoza. Le mot donne à la pensée son existence la plus haute et la plus noble. À bientôt, chers auditeurs. Merci Claire. Merci. Merci à tout le monde. Merci Emma énormément et Angélique. Je rebondirai sur ta chronique la prochaine fois. Tu reviendras juste pour qu'on échange dessus, oui, ok ? Avec joie, pas de problème. Merci Angélique, merci Emma. Merci à Jean-Luc, merci Claire, merci David. RCN, www.rcn-radio.org